Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités économiques. Le gouvernement et le secteur privé sont unis dans la promotion de l'industrie malgache. Il existe une confiance mutuelle entre les deux parties, comme en témoigne la rencontre qui a eu lieu hier soir au Palais d'État d'Iavlou entre le président Ange Radzouel et les opérateurs économiques. Le président Ange Radzouel a exprimé sa volonté d'aider le secteur privé, tandis que les groupes de secteur privé ont confirmé qu'ils travailleront ensemble pour ériger l'industrie malgache comme base de développement, tel qu'il est défini par les trois piliers du développement. Je dis Ranjanirim, Andra Zanjabé. En plus de 2 heures, le président Ange Radzouel et les groupes des entreprises privées se sont retrouvés et ont discuté en toute fraternité. L'objectif commun était de trouver les moyens de promouvoir l'industrie malgache afin qu'elle soit un pilier de l'économie. En ce début de deuxième mandat, le président Ange Radzouel prouve l'importance de l'industrie malgache et la volonté du gouvernement de la promouvoir. Les deux parties sont prêtes à avancer ensemble. Nous tenons à vous témoigner notre profonde reconnaissance. Merci de nous recevoir ce soir, Monsieur le Président. Nous apprécions particulièrement votre volonté à écouter le secteur privé, à échanger et à discuter dans une optique de recherche de solutions communes en vue du développement de Madagascar en général. Nous, membres du GEM, réitérons notre volonté à travailler main dans la main avec l'État malgache pour promouvoir le développement du secteur privé et le développement économique de Madagascar en général. Et nous comptons sur votre total soutien, Monsieur le Président. Nous serons derrière vous, Monsieur le Président, sur la lutte contre la corruption à tous les niveaux. Nous serons derrière vous pour l'application de sanctions exemplaires envers les fraudeurs et les ennemis de la bonne gouvernance. Nous savons que ce sont les piliers, entre autres, de la bonne marche des affaires. Vous avez cité les exemples des impacts si on ne lutte pas sur ces deux fléaux. Je le répète, la corruption et les fraudes. Parce que ça plombe non seulement les caisses de l'État, mais en plus, ça provoque des concurrences déloyales au sein du monde des affaires. Tous les groupes du secteur privé étaient présents. Il y avait le groupement des entreprises privées, GEM, le groupement des entreprises indépendantes et partenaires, GEFP, le syndicat de l'industrie malgache, SIM, le groupement des femmes d'affaires et entrepreneurs dans bien d'autres domaines comme l'énergie, le transport, le tourisme, etc. Ce sont autant de signes de promotion de l'économie et cette réunion s'est tenue pour établir les bases de la coopération. Le secteur privé joue un rôle prépondérant dans l'objectif de l'État pour industrialiser Madagascar. En ce début d'année et début de mandat, notre rencontre d'aujourd'hui marque la volonté de l'État, ma volonté, d'accompagner les industries et le secteur privé dans la réalisation de nos objectifs communs. La politique que nous mettons en place est claire. L'industrialisation pour remplacer le simple commerce qui se traduit par l'importation et la vente de marchandises. Nous allons donc améliorer, et on doit améliorer, le climat des affaires, et nous avons déjà pris les mesures dans les différentes réformes entreprises, telles que la loi sur les investissements, le nouveau code minier, la digitalisation des services publics, mais ô combien je suis conscient que beaucoup reste à faire, et d'ailleurs, je compte sur vos suggestions. Je tiens à spécifier que les impôts et taxes que les entreprises paient à l'État contribuent à la réalisation des grands chantiers et des projets. Les deux parties ont présenté leur opinion, problèmes, suggestions et solutions. Après le débat, les membres du GEM ont exprimé leur appréciation pour cette grande étape qui a été franchie et qui se poursuivra. Ils se disent satisfaits et surtout optimistes. D'ailleurs, cette rencontre se tiendra tous les 2 mois.
Le soutien du gouvernement à l'industrie malgache continue de se renforcer. Les syndicats de l'industrie malgache se sont particulièrement et principalement concernés par cette situation. Leurs souhaits sont désormais exaucés. Le deuxième point des 3 piliers du développement est la promotion de l'industrie et la création d'emplois qui conduiront à la transformation économique. Il est clair que la manière d'y parvenir passe par une coopération étroite entre le gouvernement et le secteur privé. Et puis, le pays possède de nombreuses ressources minérales. Néanmoins, des investissements sont nécessaires pour que ces ressources deviennent des richesses. Pour ce faire, il faut par ailleurs délivrer les permis miniers. Les détails sur les images de Yves Janel. Madagascar possède de nombreuses ressources minérales, mais il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant que ces ressources ne deviennent des richesses naturelles, notamment la recherche et l'exploitation minière. Après l'assainissement des permis, le ministère des Mines procède actuellement au traitement et selon le ministre Rakutmalala Ernjane Olivier, environ 1600 demandes sont en attente de délivrance, tandis qu'environ 1300 sont en attente de renouvellement ou de modification. Le ministre a également soutenu que le ministère commence à procéder à la dématérialisation. De ce fait, les opérateurs peuvent effectuer leurs demandes en ligne sur le site du BCMM, Bureau des cadastres miniers. Rappelons qu'il existe 3 types de permis miniers. Le permis de recherche ou PR, qui confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer la prospection et la recherche à l'intérieur du périmètre délimité. Le permis d'exploitation ou PE, qui confère à son titulaire le droit exclusif d'entreprendre l'exploitation, la prospection, ainsi que la recherche à l'intérieur du périmètre délimité. Et le permis réservé aux exploitants artisanaux ou PREA, qui confère à son titulaire le droit d'entreprendre à la fois la prospection, la recherche et l'exploitation à l'intérieur du périmètre délimité. Un titulaire de PREA ou de PR peut demander un changement de licence à tout moment pour que leur permis devienne PE. Les propriétaires de PR peuvent également le changer en PREA. La superficie totale couverte par un permis est la suivante. Pour les PR, 5000 km², soit 12 800 carrés. Pour les PE, 500 km², soit 1280 carrés. Pour la PREA, 50 km², soit 128 carrés. Et puis toujours en économie, selon le rapport publié par la douane, la valeur des marchandises importées à Madagascar pour les 2 premiers mois est supérieure à 3 000 milliards d'ariars. Le poids de ces marchandises importées est de 936,5 tonnes. Par rapport à l'année dernière, les importations de produits à Madagascar ont diminué. Les détails. 3 087,4 milliards d'ariars, soit la valeur des marchandises importées par Madagascar au cours des 2 premiers mois, selon le rapport publié par la douane. D'autres biens, tels que les médicaments, les voitures, les pièces automobiles et autres, ont été importés le plus. Leur importation équivaut à 728,5 milliards d'ariars, suivi par les matières premières, 721,5 milliards d'ariars. En 3e place, l'énergie, 606,8 milliards d'ariars. En 4e place, l'équipement, 547,4 milliards d'ariars. Et en 5e place, l'alimentation, 483,2 milliards d'ariars. Toujours selon les statistiques, l'importation de produits alimentaires a diminué au cours des 2 dernières années et 2 mois. En 2022, le poids des produits alimentaires importés était de 1306,3 tonnes. Il a baissé à 1004,2 tonnes en 2023 et au cours des 2 premiers mois de 2024, il était de 180,2 tonnes. Les efforts du gouvernement pour promouvoir la production locale ont contribué à la réduction des importations alimentaires. En ce qui concerne les pays d'où nous importons des marchandises, le Moyen-Orient occupe la première place avec 731,5 milliards d'ariars. La Chine occupe la 2e place avec 716,9 milliards d'ariars. Le 3e étant l'Union européenne avec 524,9 milliards d'ariars. Le 4e, l'Inde et le Pakistan, 375,7 milliards d'ariars.
Le cinquième, la SADC, 227,6 milliards d'ariars. En sixième place, l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud, 221,4 milliards d'ariars, tandis que les autres pays sont septièmes avec 165,8 milliards d'ariars. ASEUM, USMCA, Association des États-Unis, Mexique et Canada, vient ensuite avec 63 milliards d'ariars. Et enfin, le Japon et Corée, 60,6 milliards d'ariars. Par ailleurs, la recette douanière de ces 2 derniers mois est de 539,9 milliards d'ariars. Et puis les pièces de monnaie ont toujours cours sur tout le territoire national. Selon la Banque centrale de Madagascar, ne pas les accepter est passible de sanctions selon le code pénal. Concernant la circulation fiduciaire des billets, ceux de 20 000 ariars ont été les plus répartis, suivis des billets de 100 ariars, d'après les statistiques pour la fin 2023. Les détails. Actuellement, beaucoup de gens refusent les pièces de monnaie. Même les commerçants, au lieu de rendre les pièces de monnaie, ils rendent des bonbons. Il n'existe pourtant pas de décret indiquant que la pièce de monnaie n'ont plus cours dans notre pays et la Banque centrale continue de les éditer. Le fait de ne pas les accepter est passible de sanctions selon l'article 473 du Code pénal. Malgré les progrès de la technologie, l'utilisation des billets de banque a continué d'augmenter au cours des 2 dernières années, en 2022 et en 2023. Si l'on remonte à l'année 2022, 677,23 millions de pièces et de monnaie, soit plus de 4 800 milliards d'ariars, ont été émises par la Banque centrale. Pour l'année 2023, le nombre de pièces et de billets émis s'est élevé à 768,7 millions, soit 5 610 milliards d'ariars. D'après les statistiques, le taux de croissance annuel en nombre équivaut à 10,57% et de 11,75% en termes de valeur. Par ailleurs, à la fin de l'année 2023, les billets de 20 000 ariars représentent 27% de la monnaie utilisée à Madagascar, suivi du 100 ariars, 19%, alors que le 2000 ariars était le moins utilisé, seulement 5% pour cette même période. Les billets et les pièces de monnaie sont édités à l'extérieur. Ainsi, il y a un coût de fabrication et de livraison, un coût de l'approvisionnement, un coût de triage et un coût pour la destruction. La Banque centrale sensibilise ainsi tout un chacun à prendre soin des billets. L'exploitation du café Arabica est facile à rentabiliser dans le Vakna Karachi. Un agriculteur d'Antirabé œuvre dans ce domaine depuis 5 ans et cela s'est avéré rentable. Il a ainsi octroyé une formation gratuite de production à la recherche de débouchés. Détail de Jamson Rajanarman de Viva Antirabé. La culture de café Arabica est adaptée aux conditions du sol dans le Vakna Karachi et le marché est toujours ouvert. Le café Arabica est planté au mois d'octobre et on le récolte 3 fois par an. Il est facile d'entretien et peut être mélangé à d'autres cultures comme le riz, le manioc et bien d'autres. Cet entrepreneur d'Antirabé est dans ce domaine depuis 5 ans et cela semble réussir. Il possède une grande plantation de café à Anjanmanilach. Il a octroyé une formation ce jour pour la production et la recherche de débouchés. Et dans les actualités également, aujourd'hui à Madang, capitale de la région de Bouén, s'est tenue la première célébration nationale de la Journée internationale de l'élimination des déchets sous la houlette du ministre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, Ravou Kachafitiniav. Cette célébration a été précédée d'une marche à travers la ville, un message basé sur les 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre a été porté par le ministre. Cette marche, sensibilisation de la population à éliminer les déchets, à travers la ville depuis la mairie de Madang jusqu'au bord, a ouvert la célébration de la Journée internationale de l'élimination des déchets. Toutes les différentes forces vives y ont participé et le cortège était long de plus de 1 kilomètre.
Cela montre l'unité et la détermination de tous dans le nettoyage de la ville. La gestion des déchets est l'affaire de tous, tel est le thème de cette année. La raison du choix de la ville de Mahajang pour cette fête nationale est qu'elle est classée ville la plus propre de tout Madagascar. Cette situation servira de modèle aux autres régions de Madagascar. Le message du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Ravouk Achafidinyav, en cette journée internationale pour l'élimination des déchets, porte sur la capacité à gérer les déchets. Le ministre a encouragé les participants à respecter le principe des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. C'est un principe simple mais efficace d'un mode de vie durable et d'une réduction significative de la pollution de l'environnement. Le ministre Ravouk Achafidinyav a également exhorté tout un chacun à opérer un changement radical de comportement pour améliorer l'environnement, la santé et accroître la richesse. Dans un tout autre sujet, le métier de sage-femme fait toujours partie des métiers qui attirent les jeunes bacheliers. Selon les informations reçues par nos journalistes Fanjesena Meray et Yves Janel, 50% de ceux qui ont terminé leurs études choisissent de travailler à leur compte. Les détails. Le nombre de sages-femmes à Madagascar n'est pas suffisant. C'est pourtant un métier essentiel et qui attire de nombreux jeunes après leur baccalauréat. Si la norme de l'OMS est de 1 sage-femme pour 5000 personnes, à Madagascar, un sage-femme s'occupe de 16 000 personnes. La plupart des étudiants choisissent de travailler à leur compte. En plus de ceux qui entrent immédiatement dans le domaine du travail, il y a aussi ceux qui choisissent d'acquérir des connaissances en travaillant en tant que bénévoles dans des centres de santé. La profession de sage-femme est toujours ouverte et de nombreux pays étrangers acceptent également des étudiantes qui choisissent de devenir sage-femme à titre d'information. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. C'est un scandale qui secoue l'Union européenne depuis un mois. Le parquet fédéral belge va ouvrir une enquête sur des soupçons de corruption d'eurodéputés. Certains auraient touché de l'argent d'un réseau d'influence financé par Moscou pour relayer les messages de manipulation du Kremlin. France 24. L'air grave, le Premier ministre belge prend la parole. Il annonce que le parquet fédéral de son pays a ouvert une enquête après l'identification d'un réseau d'influence financé par la Russie. Des responsables politiques belges, néerlandais, français, allemands, hongrois et polonais auraient été corrompus. Ils auraient reçu de l'argent de Moscou. Les services de renseignement belges ont confirmé l'existence de réseaux d'ingérence pro-russes menant des activités dans plusieurs pays européens, ainsi qu'ici en Belgique. Selon les premiers éléments de l'enquête, les paiements en espèces n'ont pas eu lieu sur le sol belge. Mais l'ingérence, oui, la Belgique étant le siège des institutions européennes. Objectif de Moscou, faire élire davantage de candidats pro-russes au Parlement européen. Le but est très clair. Un soutien européen affaibli envers l'Ukraine sert la Russie sur le champ de bataille. Ce sont les services de renseignement tchèques qui ont d'abord révélé l'existence de ce réseau d'influence. Il aurait agi via Voice of Europe, un site internet basé à Prague et dirigé par des proches de Vladimir Poutine. Ce site donne la parole aux responsables politiques d'extrême droite et publie des articles très critiques vis-à-vis de l'Ukraine. L'affaire a été évoquée cette semaine par les eurodéputés. Je suis scandalisée. Scandalisée d'apprendre que des membres de cette Assemblée et des candidats aux élections européennes auraient été payés par le gouvernement russe et par ses mandataires. Payés pour répandre la propagande du Kremlin. Outre les poursuites au niveau national, le Premier ministre belge appelle à mettre en place davantage d'outils pour lutter contre la propagande et la désinformation russe. Et puis, un ancien ambassadeur américain a été condamné à Miami à 15 ans de prison pour avoir espionné Washington pendant plusieurs décennies au profit de la Havane. Il est accusé d'avoir été une taupe pour le gouvernement cubain, une île sous embargo américain. L'ancien diplomate doit également payer une amende de $500 000. France 24.
15 ans de prison assortis de 500 000 $ d'amende. C'est la sentence qu'a retenue le tribunal de Miami pour l'ancien ambassadeur américain accusé d'espionnage des États-Unis au profit de Cuba. Victor Manuel Rocha, 73 ans, avait été arrêté en décembre dernier. Devant la justice américaine, il a plaidé coupable. Tout en occupant divers postes de haut niveau au sein du gouvernement, il agissait secrètement en tant qu'agent du gouvernement cubain. C'est une trahison stupéfiante du peuple américain. Pendant plus de 40 ans, tandis qu'il gravissait les échelons de la diplomatie américaine, Victor Manuel Rocha a travaillé comme agent sous couverture de l'État cubain. Parmi ses postes, il a été membre du Conseil de sécurité nationale pendant la présidence Clinton et ambassadeur en Bolivie. Il a été confondu par un membre du FBI qui s'est fait passer auprès de lui pour un agent des services cubains de renseignement. Étant donné la durée de son action secrète et l'accès qu'il a eu aux informations sensibles, il est probable que nous ne connaîtrons jamais la pleine mesure des dommages qu'il a causés, des vies qu'il a gâchées et des secrets qu'il a divulgués. De nombreuses affaires d'espionnage ont émaillé les relations entre Cuba et les États-Unis, ennemis jurés depuis la révolution communiste à Cuba en 1959, en pleine guerre froide. Mais c'est l'une des infiltrations les plus longues qu'ait connue Washington. Pour terminer, un conseil de transition a été créé hier à Haïti. Après des semaines de négociations difficiles, il doit permettre, un mois après la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry, de rétablir l'ordre public. Les Haïtiens sont confrontés à la spirale de la violence de gangs mafieux et à la faillite des institutions. France 24. À Haïti, la transition se met lentement en place. Il aura fallu un mois pour que les politiques haïtiens se mettent d'accord sur la création officielle du Conseil présidentiel de transition. Le décret a été publié vendredi pour restaurer l'ordre dans le pays et organiser des élections. La mise en place de ce conseil de 9 membres, largement représentatif et politiquement inclusif, laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau départ pour Haïti. La première mission du Conseil sera de nommer un remplaçant au Premier ministre Ariel Henry, contraint à la démission en mars, alors qu'il était empêché de rentrer dans le pays. Cette instance, composée de 9 membres, a également pour mission l'élection d'un nouveau président à Haïti, sans chef d'État depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Mais le travail du Conseil présidentiel semble titanesque. Les gangs contrôlent 80% de la capitale et les principaux axes routiers. Privée de nombreux produits de base, la population, elle, est plongée dans une grave crise alimentaire et sanitaire. Avant, je disais que je ne laisserais pas le pays. Je conseillais aux jeunes de ne pas partir, que c'était préférable de mettre ensemble nos économies pour lancer un business. Mais maintenant, quand il y a un kidnapping et qu'un gang le revendique, on ne peut plus conseiller aux jeunes de rester. Un jeune qui part aujourd'hui a raison. Au total, près de 100 000 personnes ont fui Port-au-Prince en seulement un mois pour échapper aux attaques de gangs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée avec Viva.